Bonjour à tous. On se rejoint pour un nouveau module de notre euh, journée La démocratie en santé dans la crise du coronavirus. Alors, cette fois-ci, nous sommes en compagnie de Karine Demuth-Labouze, qui est maître de conférences en biochimie et bioéthique à l'université Paris-Saclay et qui nous accompagne très régulièrement dans des projets à l'espace éthique et notamment le projet que nous menons avec l'éducation nationale, notre projet d'accompagnement des lycéens, transmission. Et on va se poser aujourd'hui la question quelle communication scientifique en période de crise avec Karine qui a suivi cette communication scientifique sur les réseaux sociaux, dans les médias, tout au long du confinement et encore aujourd'hui durant la période du déconfinement. Alors, pour problématiser très rapidement, on pourrait penser comme ça à première vue que la science, c'est-à-dire les vérités rationnelles, n'ont rien à faire avec les décisions des citoyens, les décisions qui se prennent de manière démocratique, c'est-à-dire les vérités de fait. Sur cette différence entre vérité rationnelle et vérité de fait, chez Aristote et chez d'autres philosophes, vous pouvez vous reporter, si ça vous intéresse, à un livre passionnant qui est sorti dernièrement et qui s'appelle La faiblesse du vrai de Myriam Revaud-Dallon. Pourtant, on a vu avec les entretiens précédents, ou les entretiens que vous allez regarder à la suite de celui-ci, qu'il y a une nécessaire appropriation citoyenne des questions en temps de crise pour rendre un débat contradictoire possible. Donc, il doit y avoir une acculturation, une appropriation de cette culture scientifique et des enjeux de la science en train de se faire. Alors, il y a plusieurs questions qui se posent et qu'on va poser à Karine Demuth-Labouze. C'est quelle est la place du débat citoyen dans les sciences? Est-ce que la crise a changé notre rapport à la science se faisant, à la science en train de se faire, contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire de la science déjà faite, des résultats affichés? Quelle place pour le débat démocratique dans la science de crise, plus précisément? Et tout d'abord, on va peut-être poser la première question à Karine Demuth-Labouze, à savoir, qu'est-ce que la crise sanitaire a changé dans la production et le partage des savoirs? Alors, merci pour ta question. Je dirais que deux types de phénomènes, globalement, ont bouleversé la production et le partage des savoirs pendant cette crise. Le premier réside dans la transgression des modes habituels de fonctionnement de la communauté scientifique. Par exemple, en raison de l'urgence de la réponse à apporter à la pandémie, les acteurs de la recherche ont été contraints d'adapter leurs normes et leurs pratiques. Ils ont dû mettre en balance des valeurs épistémiques comme la robustesse ou la fiabilité plutôt des méthodologies, et puis les valeurs non épistémiques comme les impératifs de qualité de soins ou de santé publique. Autrement dit, ils ont été amenés à opérer des arbitrages assez inhabituels entre robustesse et pertinence. Alors, concrètement, l'existence d'essais cliniques, l'existence actuelle d'essais cliniques non contrôlés, non randomisés, témoigne de ce phénomène, comme en témoignent aussi, par exemple, les projets de protocoles de défis humains qui, eux, visent à accélérer l'évaluation de vaccins potentiels en provoquant l'infection de volontaires sains. Autre exemple de transgression, en réponse aux pressions à la fois politiques, médiatiques et sociales, les chercheurs ont été conduits à publier des rapports de travaux préliminaires non encore évalués par les pairs à travers les sites de préprint qu'on connaît bien maintenant, ChemArchive, MedArchive, BioArchive, etc. Et certains sont même allés jusqu'à mettre ces rapports en ligne, soit sur leur site institutionnel, soit sur leur site personnel. On pense évidemment à Didier Raoul, mais il n'est pas le seul à procéder ainsi. Et puis, dernier exemple, les instances qui encadrent juridiquement et éthiquement les essais cliniques, comme par exemple la NSM ou les CPP, ont dû fournir des autorisations dans des délais très raccourcis. Et cela a finalement donné lieu à des évaluations parfois imparfaites. Alors, je prends encore ici un exemple. Les autorisations qui avaient été accordées initialement à un essai qui est l'essai Monaco, qui lui visait à apprécier l'efficacité d'un transporteur d'oxygène issu d'un ver marin,
eh bien, ces autorisations ont été dans un second temps retirées. Donc voilà pour le premier phénomène, donc la transgression des modes de fonctionnement de la communauté scientifique. Un deuxième phénomène réside dans l'immédiate médiatisation des projets et des travaux de recherche en cours. Alors, pour rester dans le domaine de la recherche biomédicale, les essais cliniques sont annoncés actuellement avant leur début, avant leur lancement effectif, on va dire. Les étapes préparatoires, comme justement l'autorisation, enfin l'obtention des autorisations, même l'inclusion des patients, sont communiquées en temps réel. Les résultats intermédiaires et parfois leur absence, comme ça a été le cas pour l'étude Discovery, sont eux aussi analysés publiquement. Et pour finir, même la suspension de certains essais est médiatisée. Je pense là aux essais qui visent à évaluer l'efficacité de l'hydroxychloroquine contre le CoV-2, le SARS-CoV-2. On sait bien que certains ont été suspendus très récemment, là, le 25 mai, après que soit paru le 22 mai dans la revue Lancet une étude concluant à une toxicité cardiaque, enfin, à un plus grand risque d'arythmie cardiaque et de décès. Et puis, encore plus récemment, certains ont repris le 3 juin après que le Lancet ait finalement émis des mises en garde par rapport à l'étude initialement publiée. Alors, voilà un exemple de cette médiatisation. Ce qui me paraît important, c'est de rappeler qu'elle a une particularité, cette médiatisation, c'est qu'elle n'émane pas seulement, comme à l'habitude, des médiateurs habituels, donc sont les journalistes, les vulgarisateurs ou les communicants. Mais cette médiatisation émane également des acteurs de la recherche eux-mêmes, puisque ceux-ci sont omniprésents dans les revues généralistes, à la radio, on les entend à la télévision, et bien sûr sur les réseaux sociaux. Et il s'ensuit que pour la première fois, les relations entre sciences et société sont en partie directes. Donc voilà pour la particularité. Après, je voudrais insister sur deux conséquences de cette médiatisation par rapport à la question du partage des savoirs. Une première conséquence est que, de cette médiatisation donc très plurielle, hein, une première conséquence consiste en un brouillage des frontières entre communication scientifique et non scientifique, à différents niveaux. D'une part, les réseaux sociaux relayent des éléments de statut cognitif différents. Et cela aboutit à un amalgame entre les connaissances, les croyances, les opinions, les retours d'expérience parfois, et même les fausses nouvelles, bien sûr. Voilà pour les réseaux sociaux. D'autre part, les journalistes brouillent eux-mêmes les cadres épistémiques. Pardon. Ils le font, par exemple, en présentant les mêmes informations dans des rubriques aussi diverses que santé, société, médecine ou sciences. Ils le font encore lorsqu'ils présentent les mêmes investigateurs des essais cliniques sous des fonctions différentes, médecins, ou même lorsqu'ils les présentent avec des titres différents, et surtout des titres très ambigus pour la société, comme professeur ou docteur, ce qui est très polysémique finalement comme terme. Alors, autre chose, notamment liée au préprint, c'est que les journalistes cautionnent les informations qu'ils transmettent en se référant à des publications scientifiques qui sont elles-mêmes de statut très variable, puisque certaines sont évaluées, d'autres sont en cours d'évaluation et d'autres ne sont pas évaluées. Et en même temps qu'ils se réfèrent à ces publications, eh bien, ils simplifient les informations d'une manière qui parfois les dénature. Donc, les réseaux sociaux, les journalistes interviennent là-dedans. Enfin, et je dirais peut-être surtout, pour répondre à ta question, les chercheurs et médecins, investigateurs ou non, des essais en cours, hein, finalement, participent à la confusion. Ils le font de différentes manières. Certains mêlent dans leurs interventions des faits scientifiques à des informations, arguments, voire polémiques non scientifiques. D'autres appuient leurs analyses sur des études préliminaires et donc sur des données dont le niveau de preuve est parfois insuffisant.
souvent insuffisants. Et d'autres encore, c'est frappant, investissent l'espace médiatique pour cette fois-ci susciter l'adhésion du public à leurs hypothèses, voire pour l'inviter à exercer une pression sur les décideurs politiques et économiques, ou même encore pour induire la participation du public aux essais cliniques. Par exemple, la pétition de Philippe Douste-Blazy en faveur de l'hydroxychloroquine, ou même, je pense aussi à la promotion par certains scientifiques du site One Day Sooner, qui lui-même promeut un protocole de déchets humains et vise à recruter des participants volontaires, eh bien, illustre ces pratiques. Donc ça, c'était une première conséquence. Une seconde conséquence de l'immédiate médiatisation des recherches scientifiques réside dans la confrontation tout à fait inédite du public à la science en train de se faire, comme tu précisais dans l'introduction. Alors que le public est habitué à recevoir un savoir déjà élaboré, hein. Il est actuellement témoin des multiples étapes de sa production. Ça va de la formulation d'une problématique et d'hypothèses jusqu'à l'interprétation des résultats à la lumière de données obtenues dans d'autres contextes, mais en passant par tout un tas d'étapes, l'élaboration du protocole d'études, l'obtention des financements et des autorisations, les expérimentations et même la validation méthodologique des données avant même de les interpréter en termes de signification. Et au-delà de ces étapes, notamment à travers la médiatisation des débats scientifiques, le public est aussi pour la première fois, à mon sens, confronté à la posture d'incertitude inhérente à la recherche. Voilà les grands éléments que je peux pointer au départ sur ce qui a changé dans la production et le partage des savoirs. Merci Karine. Tu parles de la publication des rapports en ligne, en préprint. Tu parles des réseaux sociaux et des débats qui ont lieu sur les réseaux sociaux, de l'appropriation des termes techniques aussi, hein, notamment le langage des essais thérapeutiques. C'est vrai que du jour au lendemain, dans tous les médias, on voit apparaître des termes techniques que le public s'approprie et commence à utiliser. On a eu la même chose dans d'autres domaines, hein, lors de cette crise, notamment dans le triage, le langage de la réanimation, tout ce qui était de l'ordre des comorbidités. Voilà, il y a eu un apprentissage, on va dire, du public. Et ma question, c'est de savoir comment le public s'est approprié ces questions scientifiques. Quels sont les mouvements que tu as vus dans cette appropriation, dans cette acculturation du public? Alors, peut-être juste une chose avant d'analyser la réaction du public, parce que ça en fait partie. Pour répondre vraiment à ta question, je rajoutais un dernier élément de contexte qui me semble important et qui réside dans la mise en visibilité de la communauté scientifique par l'exécutif au tout début de la crise. On se rappelle que celui-ci s'est entouré d'un conseil scientifique pour orienter les politiques publiques. Et puis ensuite, il s'est entouré d'un comité d'analyse, recherche et expertise pour l'éclairer, disons, sur les développements scientifiques relatifs au Covid. Et par ailleurs, le président de la République a exalté les prouesses et promesses de la science en début de crise lors de ses interventions télévisées et à travers ses tweets. L'idée ainsi véhiculée par le gouvernement que seule la science et la technique, enfin les sciences et les techniques parviendront à solutionner la crise, n'est pas sans rappeler le discours des élites politiques et scientifiques au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Et cela n'est pas anodin parce que, évidemment, ce discours impacte la manière dont la société civile se positionne par rapport à la recherche. Alors, pour revenir plus précisément au public, l'analyse des réactions aux réactions en début de crise, qu'on a pu faire à travers l'observation directe finalement des commentaires qui étaient postés sur les rubriques dédiées des journaux en ligne ou même sur les réseaux sociaux. Cette analyse révèle déjà, je crois que c'est important de le rappeler, que le public ne constitue pas une masse
indifférencié de croyants naïfs, comme le considèrent certains chercheurs, mais plutôt un paysage, un individu tout à fait multiple et qui fonctionne selon deux registres tous, le registre de l'émotion et puis le registre de la rationalité. Par exemple, selon le premier registre, le hiatus entre la temporalité de la recherche et celle de la crise est reproché aux chercheurs qui sont considérés comme inaptes à répondre à l'urgence. Puis selon le second registre, le décalage de temporalité est en réalité mis à leur crédit avec l'idée que, enfin, en étant interprété en termes de robustesse et de prudence, en fait. Alors ça, c'était au début. Et puis ensuite, l'analyse de l'évolution des réactions du public au cours de ces derniers mois met en lumière leurs deux types de phénomènes. Notamment, on va parler de l'acculturation que tu évoquais. Un premier phénomène réside dans la démystification tout bêtement de la science et des chercheurs. C'est-à-dire que le rôle prépondérant accordé aux chercheurs dans la gestion de la crise, et notamment via les discours du président, et en même temps que leur mise en visibilité, ébranle le mythe de la science. Quel sens est, finalement, apparaît de nature à solutionner les problèmes. C'est-à-dire que la science ne paraît pas loin de tout. Mais d'un autre côté, et c'est un aspect plus négatif, l'indépendance des chercheurs est questionnée. C'est-à-dire que l'intrication, les interactions en tout cas entre science, pouvoir et économie, source de défiance, en tout cas de suspicion. Et puis par ailleurs, l'omniprésence médiatique des chercheurs amène aussi le public à les désidéaliser, c'est-à-dire à les considérer finalement comme des individus ordinaires, animés d'affect, hein, comme nous tous, et intégrés à la cité. Alors qu'on a le chercheur comme un être vivant à l'écart du monde. Alors le deuxième phénomène correspond à la radicalisation des deux types de fonctionnement qu'on évoquait, hein, émotion et rationalité. On observe vraiment deux mouvements. Dans un premier mouvement, la question incessante autour des essais cliniques et aussi la médiatisation finalement des pratiques scientifiques alimente la confusion et exacerbe ce qu'on pourrait appeler d'une certaine manière une défiance, une méfiance en tout cas non rationnelle à l'égard de la science. Par exemple, la profusion d'études et de résultats qui sont parfois contradictoires et d'autres fois infirmés dans la foulée, tend à décrédibiliser la recherche et la démarche scientifique. Alors même qu'on sait très bien que les conflits sont tout à fait essentiels à l'avancée des connaissances. Autre exemple, l'amalgame des informations de statuts différents jette un trouble sur la nature même de la connaissance et peut susciter un certain relativisme. Par ailleurs, ce qui a été mis en lumière aussi pendant cette crise, c'est la nature concurrentielle du contexte dans lequel évoluent les chercheurs. Avec le public parle souvent des lobbies pharmaceutiques, du public en périche et de toutes ces choses-là. Et cela génère une interrogation finalement sur la motivation des chercheurs. Et enfin, analyser autre chose, mais la révélation de l'intrication entre les activités de recherche et les activités de soins dans le domaine de la recherche biomédicale, hein, puisque c'est de cela dont je parle, engendre un sentiment d'inquiétude. Et alors l'ensemble de ces phénomènes attise la défiance à l'égard de la communauté scientifique et de la science. Donc ça, c'était un premier mouvement. Et dans un second mouvement, je dirais quasiment opposé, le dévoilement de l'activité scientifique favorise une acculturation en matière de recherche scientifique. Et de ce faisant, finalement, elle renforce cette fois-ci la confiance rationnelle envers la science. Par exemple, l'explicitation de la méthodologie des essais cliniques contrôlés randomisés
eh bien, permet d'en apprécier la fiabilité. Autre exemple, la découverte de la pluralité des intervenants dans les essais cliniques et donc des méthodologies et nouveaux de preuves apportées, produites en tout cas, permet d'en mesurer la robustesse des connaissances a priori apportées. Euh, Par ailleurs, la prise de conscience de l'existence d'un encadrement éthique et juridique de la recherche biomédicale conduit à en percevoir la justesse de cette démarche de recherche biomédicale. Et enfin, je dirais que les débats autour des essais cliniques amènent le public à appréhender tout simplement les questions éthiques soulevées par la recherche et aussi la, la problématique, on va dire, des chercheurs qui, eux, ont à concilier des impératifs d'ordre éthique et des exigences d'ordre méthodologique. Alors là, les premiers éléments, et bien ces seconds éléments, respect à la chercheur et de la confiance envers la science. Alors, évidemment, en même temps, cette acculturation génère une forme d'exigence à leur endroit, exigence à laquelle, évidemment, la communauté scientifique aura intérêt à répondre. Voilà un début de réponse à ta question. Merci. Alors toi, tu distingues entre les réactions qui relèvent de la raison et les réactions qui relèvent de l'émotion. On pourrait aussi essayer dans la logique de la pensée complexe d'Edgar Morin de lier les deux, hein. Il n'y a pas d'émotion sans raison, et il n'y a pas de raison sans émotion. Donc après, il faudrait aller davantage dans le détail et voir ce qui relève de l'une et de l'autre mécanique dans ces dispositifs-là. Notamment en termes de robustesse et de pertinence. Parce que comment on détermine la robustesse d'une étude d'un essai thérapeutique? On le voit en termes de méthodologie, de mise en œuvre, etc. Et comment on évalue sa pertinence dans l'espace social à un moment donné, en un lieu donné? Alors là, peut-être que l'émotion rentre en jeu. La raison aussi, mais il faudrait voir la part de l'une et de la part de l'autre. Pour réagir par rapport à ce que tu dis aussi, tu nous as parlé du rapport science-société après la Deuxième Guerre mondiale. Et effectivement, c'est à ce moment-là, hein, où on se dit, on remet en cause l'idée de progrès, en tout cas de manière beaucoup plus massive, puisqu'on la remettait déjà en cause après la Première Guerre mondiale, qui avait été un massacre, hein, une véritable barbarie. Donc, on remet de manière massive en cause l'idée de progrès. On pense que l'homme peut s'autodétruire avec la bombe atomique. Il y a effectivement le complexe militaro-industriel, hein, qui se constitue aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale et qui va devenir l'objet de beaucoup d'idées complotistes, hein. Donc, on voit que la science se transforme. On se dit que les scientifiques ont un agenda caché, etc., etc. Donc, on voit de la défiance et puis beaucoup d'espoir aussi, découverte du génome, enfin en tout cas des gènes, décryptage de ce génome humain, etc. En quoi cette crise-là, cette crise du coronavirus, a fait évoluer les rapports entre la science et la société? Alors, pour reprendre ce que tu dis, oui, en effet, il y a déjà eu je dirais beaucoup de périodes depuis la Seconde Guerre mondiale. Au début, quand même, le discours du rôle de la science pour reconstruire la société, pour la moderniser, était quand même assez partagé avec la société parce qu'il y avait une espèce de relation linéaire entre science, croissance, bien-être, etc. Ensuite, c'est vrai qu'il y a eu une première défiance à l'égard du progrès. Et puis, comme tu le dis, mais le progrès, les gaz de combat qui avaient été utilisés pendant la guerre, et finalement, beaucoup de choses étaient reprochées à la science. Et puis surtout parce que la linéarité science-croissance et bien-être n'était plus à l'ordre du jour. Mais ce qui se passe, c'est qu'à cette époque-là, c'est Christophe Bonneuil, hein, historien des sciences, analyse très bien ça. À cette époque-là, c'était essentiellement les intellectuels et les chercheurs eux-mêmes qui politisaient en fait la science. Et puis ensuite, la société civile s'est emparée de ça, mais plus tard, vraiment,
Il y a eu plusieurs choses. Il y a eu, on le sait bien, le mouvement enfin, toutes les grosses histoires de Tchernobyl, du sang contaminé, de l'amiante, toutes ces histoires vont amener la société civile à s'en emparer. Mais c'était euh, des, des populations particulières, je dirais. C'était les associations de malades, c'était les associations de consommateurs, c'était voilà, des parties assez limitées de la société. Moi, j'ai l'impression que cette crise-là, euh, enfin, ce qui a évolué dans les relations sciences-société, comme tu dis, depuis cette crise, c'est surtout la société, hein, plus que la communauté scientifique, à mon avis, et la communauté scientifique devrait évoluer après. Ce qui a évolué, à mon sens, c'est que la société a commencé, mais dans son ensemble, cette fois-ci, toute population confondue, a commencé à intégrer la science dans la culture, tout simplement. Et c'est-à-dire que finalement, l'omniprésence de la science depuis 3 mois a amené les citoyens à développer, mais tous les citoyens, à développer une réflexion au sujet non seulement de la science, mais de ses pratiques. Et cette évolution, on la voit notamment à travers la création depuis 3 mois maintenant, virtuelle de discussion démocratique des questions scientifiques. Et par rapport à la culturation dont tu parlais aussi, on voit beaucoup de choses sur ces réseaux. Sur ce type de discussion. Certains discutent par exemple d'aspects méthodologiques relatifs aux essais cliniques. Ils évoquent des choses très précises, hein, les critères d'inclusion des patients ou bien les exclusions en cours d'études ou même des choses, mais alors très, très presque épistémiques. Ils évoquent, je ne sais pas, l'insuffisance de l'outil statistique pour expliciter un phénomène en termes de causalité. Donc ça va assez loin, les discussions de la société. D'autres délibèrent sur des questions éthiques, hein, clairement. Je pense par exemple au recours au contrôle, qui est très, très souvent évoqué, à l'utilisation des placebos, mais aussi à la question du recueil, du consentement des sujets. Ça a été beaucoup discuté sur les réseaux sociaux. Lorsqu'il s'est agi notamment à l'occasion de l'essai Monaco que j'évoquais tout à l'heure, qui devait être essayé chez des personnes en réanimation, donc comment recueillir le consentement d'une personne en réanimation. D'autres encore interrogent carrément la valeur et la finalité des travaux. J'ai souvent été évoqué, par exemple, le décalage entre la théorie scientifique et la pratique dans le domaine de la médecine. Alors ça, c'est quelque chose aussi que les gens ont en tête. Et puis d'autres questionnent même les innovations technologiques, alors en l'occurrence dans le domaine thérapeutique ou médical, et même certains questionnent la science en soi. J'ai souvent vu des questionnements en termes d'impact sur l'environnement, puisque cette crise s'intègre sur de l'urgence climatique. J'ai aussi lu des questions sur la supériorité de l'homme par rapport à la nature, c'est-à-dire qu'on questionne vraiment la science. Et par ailleurs, ce qui est frappant, c'est que sur ces sites, le public n'hésite plus à interpeller les chercheurs, qui là n'apparaissent plus comme inaccessibles en réalité. Donc voilà, pour me répéter, je dirais que c'est essentiellement la société qui a évolué et que les relations évoluent. Il serait maintenant nécessaire, à mon sens, que la communauté scientifique s'empare des changements à l'œuvre, à la fois en son sein, mais aussi dans la société, pour développer une véritable culture de l'éthique, de la recherche, et notamment pour exercer sa responsabilité sociale par rapport à cette demande du public. Je ne sais pas si j'ai à peu près répondu à ta question. Oui, oui, parfaitement. Je te remercie. Euh, Est-ce que tu pourrais aller un peu plus loin sur la manière dont la communauté scientifique pourrait faire un pas vers la société civile pour davantage intégrer cette dimension hein, de débat, de rencontre et de médiation avec les citoyens? Moi, je pense qu'un premier défi pour les chercheurs sera d'envisager l'éthique de la recherche dans différents, c'est-à-dire de la
comme une démarche normative, mais aussi réflexive et politique. Et non plus de se focaliser sur la question de l'intégrité scientifique, comme c'est le cas en France et en Europe d'ailleurs depuis quelques années. Ce qui est en jeu, à mon sens, dans les relations science-société, c'est la question de la confiance. La confiance dans la science, dans la connaissance scientifique. Et pour revenir à ce que tu évoquais tout à l'heure en termes de pertinence, si la confiance dépend en effet de la robustesse, c'est en quoi l'intégrité scientifique est importante, hein, enfin pas suffisante mais indispensable, la confiance dépend bien de la robustesse des procédures à la gestion d'une connaissance, mais dépend également de sa pertinence. C'est-à-dire, pour reprendre les termes de Léo Coutelec, hein, son aptitude à adapter au contexte aéré. Et encore un exemple, la confiance actuellement accordée par certains aux traitements proposés par Didier Raoult, alors même que ces travaux manquent de robustesse, illustre l'importance de cette notion de pertinence, y compris lorsque celle-ci est évaluée de manière peut-être discutable. Autrement dit, déjà, tout en continuant en s'efforçant de produire des connaissances robustes, les chercheurs ne pourront plus, à mon avis, faire l'économie d'une réflexion sur le contexte, sur la valeur et la finalité de leurs travaux, mais aussi sur l'impact dans la société des connaissances qu'ils apportent. Ça, c'est un premier point. Et un second défi sera pour moi d'engager une réflexion sur non seulement le partage et l'appropriation des savoirs, mais également sur sa construction. Parce que pour que le partage, pour que le savoir soit vraiment partagé, il faut qu'il fasse sens pour certains, pour chacun. Et comme l'analyse très bien Bernadette Bensaud-Vincent, qui est philosophe et historienne des sciences, la construction et l'action du savoir scientifique finalement est guidée par des valeurs et des normes qui ne sont pas véritablement partagées. Pour qu'elles le deviennent, il serait à mon sens nécessaire que, et c'est là où je te rejoins sur l'histoire du dialogue, hein, que la communauté scientifique prenne en considération la société civile, alors qu'elle la prenne en considération à travers ses savoirs, qui, sans être scientifiques, peuvent être cliniques, pratiques, techniques, existentielles même. Donc, prise en considération à travers ses savoirs, mais aussi à travers ses préoccupations. On voit très bien sur ces sites d'échange dont je parlais, et aussi à travers ses valeurs. Et là, la question de la confiance est inversée, en quelque sorte, parce qu'elle concerne cette fois-ci la confiance des chercheurs envers les autres acteurs de la société. Et je pense que cette confiance partagée permettrait d'une part d'introduire un peu disons, une dimension collective dans la production des savoirs. Et en plus, elle permettrait d'autre part de définir un système de valeurs partagées. Alors, pour que ces défis ne soient pas des idées en l'air, je pense qu'une manière de s'engager dans les deux pourrait consister précisément en l'initiation d'un véritable dialogue avec la société civile. Et là, je voudrais revenir aussi sur le passé, c'est-à-dire que j'entends par véritable dialogue un dialogue qui ne serait pas simplement consenti en réponse au mot d'ordre politique ou en réponse aux revendications des citoyens. Mais un dialogue, cette fois-ci, qui émanerait directement de la communauté scientifique, dans un souci d'exercer sa responsabilité éthique et notamment sociale. Parce que des dialogues consentis ont déjà eu lieu. Ils ont eu lieu notamment dans les années 1980, lors de la mise en place des CCSTI, les centres de culture scientifique, technique et industrielle, à la demande du gouvernement de l'époque. Ils ont aussi lieu, ils ont lieu depuis, mais des dialogues consentis depuis les années 90, avec l'apparition des associations de malades dans un premier temps. Et l'actuelle nature des relations sciences-société révèle que ces dialogues n'ont pas permis d'introduire plus de démocratie dans les sciences comme on peut le souhaiter. À mon sens, pour qu'un véritable dialogue émerge, il me semble nécessaire que les chercheurs opèrent un changement de paradigme.
que vraiment, déjà qu'ils admettent que la science n'est qu'une manière parmi d'autres d'appréhender le réel. Et c'est là où je faisais référence tout à l'heure au savoir même existentiel de la société civile. Et finalement, je pense qu'il serait tout simplement nécessaire que les chercheurs adoptent une attitude, une posture d'humilité, ce qui est loin d'être le cas actuellement. On peut espérer que la crise sanitaire actuelle, à travers les bouleversements qu'elle induit, favorisera ce type d'évolution. C'est le pari que je fais. Merci. Peut-être en dernière question conclusive, hein, tu as commencé à y répondre déjà, et c'est une question compliquée, mais à l'avenir, quelle pourrait être la place du débat dans la production scientifique? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on voit qu'il peut y avoir du débat sur les protocoles, sur les méthodologies, sur le fait de donner un médicament avant qu'on ait la preuve vraiment complètement établie de son bienfait. Voilà. Par contre, on connaît ses effets secondaires, puisqu'on l'utilise depuis longtemps. À quel moment le débat démocratique, le débat pourrait avoir lieu dans les sciences, dans les laboratoires de recherche? Parce que là, on parle de la chloroquine, et c'est un cas bien particulier, et on voit que ça concerne l'intérêt général, l'intérêt commun. Mais il y a beaucoup de recherches, on ne voit pas exactement en quoi ça concerne l'intérêt général, ou les citoyens ne voient pas en quoi ça pourrait les concerner. Et est-ce qu'il faut dans ce cas-là mobiliser cette idée du débat ou pas, et comment? Est-ce que tu peux nous indiquer quelques pistes de réflexion sur ces sujets? Écoute, moi je trouve que tu dis un truc intéressant, c'est que là, on parle depuis le début, finalement, d'un type de recherche très particulier, puisqu'on a pris l'exemple de recherche biomédicale. C'est une recherche donc appliquée, qui vise à acquérir des connaissances dans un but précis, pour un usage particulier, pour agir sur un phénomène. Donc déjà, c'est une science appliquée, et en plus, c'est une science qui est dans un domaine précis, qui est celui des sciences de la vie. Donc c'est vrai que là, on parle d'une science et pas des sciences. Il y a des sciences fondamentales, il y a des sciences dans d'autres domaines, des sciences formelles, des sciences physiques, des sciences humaines et sociales, etc. Et c'est vrai que le public, souvent, on l'entend réagir, ou il est amené à réagir pour ce qui le concerne, comme tu dis, mais c'est-à-dire finalement sur les innovations, les conséquences pratiques, les innovations technologiques, les traitements mis en place, etc. Moi, je pense qu'il faudrait développer un dialogue en amont sur la science fondamentale, c'est-à-dire sur l'objet de la science même. Que souhaitons-nous que la science, quelle est la place de la science en soi, de la recherche de connaissances dans notre société. Donc, un dialogue en amont et pas en aval, une fois que les applications sont discutées. Moi, je pense que ce qui se passe aussi, c'est que il y a un moment où le chercheur est quand même isolé dans son laboratoire, et puis il y a un moment où il revient vers la société. Enfin, d'abord, il simplifie un problème pour qu'il soit intelligible pour venir dans son laboratoire. Ensuite, il l'étudie, et puis ensuite, il revient vers la société pour une espèce d'échange. Moi, je pense que les échanges pourraient avoir lieu plus en amont, et que d'une certaine manière, mais peut-être que c'est juste moi qui pense ça, il serait peut-être possible d'ouvrir les séminaires dans tout laboratoire de recherche, en tout cas dans les sciences dures, dans les sciences dans lesquelles il y a un laboratoire, tous les laboratoires de recherche hebdomadaires. Et je me dis que tous les outils de communication qu'on a testés depuis la crise pourraient servir à ouvrir les discussions qui se font au sein des laboratoires vers le public, qui ainsi pourrait peut-être orienter déjà co-construire en tout cas les questions autour de la science. Peut-être pas co-construire les connaissances, mais au moins les questions soulevées par la science. Je pense que ça, ce serait déjà une avancée. Je pense aussi qu'il y a une chose qui est importante, c'est de ne pas confondre dialogue, on appelle au dialogue. Il faut pas, je pense qu'il faut bien distinguer dialogue et participation. Parce que ce qui se passe actuellement, c'est que on est dans une dynamique de recherche induite finalement par la capacité des instruments.
et notamment la capacité à analyser les données, les big data, etc. Et souvent, ce qu'on appelle les sciences participatives, j'ai remarqué que l'appel à la participation du citoyen, finalement, correspondait à un besoin pour les chercheurs de recueil de données et non pas à une véritable volonté de partage. Euh, c'est là où on mange peut-être à la pluralité ou à l'idée que les questions se construisent dans la pluralité, plus que dans la pluridisciplinarité, même dans la pluralité avec le public. Je ne sais pas ce que tu... Ah oui, oui, non, mais moi, effectivement, je trouve que tes pistes sont très intéressantes, hein. C'est-à-dire en amont, bah, il y a un financement public de la recherche qui est quand même très important. Donc, c'est ce que Léo Koutelek dit aussi en parlant de pertinence. C'est-à-dire, quels sont les objets de recherche qu'on doit privilégier aujourd'hui? Est-ce qu'on doit chercher dans le domaine des Voilà. technologies? Est-ce qu'on doit chercher dans le domaine de la transition écologique? Est-ce qu'on doit chercher à augmenter la longévité ou à augmenter le bien-être des personnes âgées? Tout ça, c'est des objectifs différents et il y a des visions de la société qui sont très différentes derrière chaque objectif. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait comme si la science se déroulait d'elle-même, comme si un projet de recherche en amène un autre, alors qu'en réalité, il y a des vrais choix, il y a des vrais choix de société qui sont derrière ça, des choix industriels, des choix politiques. Donc, effectivement, montrer aux citoyens que le financement de la recherche, bah, il n'est pas neutre, malgré ce qu'on pourrait croire, ça serait déjà quelque chose de très important. Et pourquoi pas, aujourd'hui, on a des budgets participatifs dans les mairies, à la mairie de Paris et dans beaucoup d'autres mairies. Peut-être que ce n'est pas une bonne idée, mais pourquoi est-ce qu'on n'étudie pas aussi un budget participatif dans le domaine de la recherche? Alors bien sûr, on peut pas, on peut peut-être pas tout déterminer comme ça. C'est peut-être pas si simple. Il y a des objets qui nécessitent de recherche, qui nécessitent des connaissances préalables très fournies. Mais dans les grands objectifs, finalement, on peut tous comprendre de quoi il est question, vers quoi on va et qu'est-ce qu'on construit, même si on ne comprend pas ensuite l'objet précis de la recherche. Je pense aussi qu'il faudrait se méfier dans ce cas-là, hein, d'avoir un usage purement utilitaire de la science. C'est vrai que moi j'ai une vision de la science aussi. On s'intéresse aujourd'hui à l'astronomie. Il y a des logiques industrielles derrière tout ça, mais il n'y a pas que des logiques industrielles. Il n'y a pas que des logiques économiques, écologiques, financières et politiques. Il y a aussi euh, l'avancée de la connaissance. Et ça, bon, il faudrait faire la juste part à l'avancée de la connaissance par rapport à une vision utilitaire de la science. Et moi, je n'ai pas de réponse à toutes ces questions, mais je pense que c'est des sujets qu'il s'agirait maintenant d'aborder et de discuter. Je ne sais pas ce que tu en penses. Écoute, je partage complètement ton point de vue pour ce que j'en ai entendu. C'est aussi une chose qui est très critiquée par le public avec la question des lobbies pharmaceutiques. Mais il y a effectivement ces questions-là, mais pour aller aussi, pour poursuivre dans ce que tu dis, ne pas oublier que la science est aussi une quête de connaissance en soi et non pas justement quelque chose d'utilitaire, et que la connaissance, actuellement, les financements quand même qui sont nationaux, mais qui sont maintenant également européens et parfois mondiaux, mais surtout européens, se décident, les orientations donc de recherche se décident sans, sans impliquer les citoyens. Et effectivement, c'est à ce niveau-là que les orientations pourraient être prises de manière plus démocratique. Alors, c'est pareil, là on parle ou de médicaments, mais enfin, les conférences de citoyens qui ont été organisées, notamment sur les OGM, et, à propos des applications, c'était pas sur la finalité de l'utilisation des OGM, qui peut être finalement la volonté de transformer le monde, volonté, enfin en tout cas discuter euh, de la finalité des recherches qui sont engagées dans différents domaines. Et ça, toute la société est concernée. Les chercheurs, en tout cas publics, sont financés par la société déjà dans leur... Il est normal que chacun
soit impliqués d'une manière ou d'une autre, à un degré ou à un autre, dans les orientations de recherche et pas juste Effectivement. dans l'évaluation de leur application. Bah, effectivement, et puis cette question de la finalité, c'est la question, vraiment à proprement parler, éthique, hein. Donc, voilà, on parle, vraiment, aussi on s'interroge, hein. Pourquoi on fait, les choses? Qu'est-ce que ça signifie? Hem, Non plus. sur ces réflexions, on met fin à ce, module sur la communication scientifique, en période de crise, et on vous donne rendez-vous, pour, voilà, les autres modules, que, nous vous conseillons de consulter. À très bientôt.